qu'il mange de la brioche. La phrase la plus célèbre jamais prononcée, par quelqu'un qui ne l'a probablement jamais dite. Mais en 1789, peu importe la vérité, la France a faim et le peuple a besoin d'un coupable. Dans les rues de Paris, des milliers de voix hurlent « À bas la reine !» Pour eux, Marie-Antoinette n'est plus une personne. C'est un symbole, celui d'une élite qui dépense sans compter, tandis que le pays qu'elle dirige s'effondre sous la dette, la faim et la colère. Et pendant ce temps, des milliers de familles n'avaient même plus assez d'argent pour acheter du pain. Ce que la reine n'a pas compris, beaucoup d'entre nous ne le comprennent pas non plus aujourd'hui. Ce n'est pas le luxe qui détruit une vie, c'est le luxe qu'on ne peut pas se permettre. Voici comment vivre au-dessus de ses moyens, même quand on est reine, peut détruire bien plus que votre budget. La cour de Versailles. Quand Marie-Antoinette fait le voyage depuis Vienne et arrive en France, elle n'a que 14 ans. Une adolescente arrachée à l'Autriche, propulsée dans l'endroit le plus surveillé, le plus exigeant et le plus impitoyable du monde, la cour de Versailles. Ici, tout est symbole. Chaque sourire, chaque robe, chaque geste. On ne vit pas. On joue un rôle. Et Marie-Antoinette, sans le vouloir, devient rapidement le centre de toutes les attentes. On veut qu'elle soit parfaite, gracieuse, élégante, toujours impeccable, toujours brillante. Sauf qu'en privé, elle s'ennuie. Elle se sent seule, coupée de sa famille, observée en permanence, critiquée à la moindre erreur. Alors, comme beaucoup de gens aujourd'hui, elle trouve une échappatoire dans le shopping et dans les soirées. À Versailles, la mode occupe une place centrale dans la vie politique et sociale. Ce que porte la reine n'est jamais anodin. Une nouvelle robe, c'est l'affirmation de son rang. Une coiffure spectaculaire, c'est un moyen de dicter les tendances à toute l'Europe. Un bijou ou un diamant, c'est un signe de prestige que la cour entière observe et imite. Les fêtes, les bals, les divertissements ne sont pas seulement des caprices. Ce sont des événements officiels où la monarchie doit afficher puissance, richesse et continuité. Dans ce système, les dépenses de Marie-Antoinette deviennent visibles, commentées, analysées. Chaque robe, chaque bijou, chaque fête, tout est interprété comme un geste politique. Et à mesure que les finances du royaume s'effondrent, son image se détériore. Dans les rues, dans les cafés, dans les ateliers d'imprimerie clandestins. Les pamphlets, les caricatures et les rumeurs la surnomment bientôt Madame Déficit, accusée, à tort ou à raison, d'aggraver la crise financière par ses dépenses. Ces signes extérieurs de luxe renforcent son aura à la cour, mais l'éloignent encore davantage de la situation réelle du pays. Elle est simplement déconnectée de la réalité, enfermée dans une bulle de luxe, tandis que les impôts augmentent et les émeutes de la faim se multiplient. Et bientôt, les pamphlets explosent. Des textes enflammés, illégaux, mais lus partout. Pour comprendre l'ambiance de l'époque, voici une reconstitution fidèle du type de pamphlet clandestin qui circulait alors. Des textes violents, accusateurs, souvent exagérés, mais qui reflétaient parfaitement l'état d'esprit du peuple. Scandale à Versailles. La reine dissipe la fortune du royaume pendant que le peuple souffre. Citoyens, pendant que vous peinez pour nourrir vos familles, pendant que le pain manque sur vos tables, pendant que vos enfants pleurent de faim, savez-vous comment l'Autrichienne passe ses nuits? Cette nuit encore, dans les salons dorés de Versailles, tandis que le royaume croule sous les dettes, Madame Déficit s'est livrée à son vice favori. Jusqu'à l'aube, elle a joué aux cartes, entourée de ses complices et courtisans, pariant des sommes qui feraient tourner la tête aux plus riches marchands de Paris. 80 000 livres. Voilà ce qu'elle a perdu en une seule nuit de débauche. 80 000 livres jetés sur le tapis vert comme de vulgaires jetons, pendant que des milliers de Français n'ont pas de quoi acheter une miche de pain. Pour vous donner une idée de l'ignominie de cette somme, sachez qu'un honnête fonctionnaire devrait travailler 40 années pour gagner ce que cette femme a perdu en quelques heures de jeu effréné.
40 années d'un labeur honnête, balayées en une nuit par les caprices d'une reine qui ne connaît ni la vertu, ni la décence, ni la pitié. Les cartes ont volé jusqu'aux premières lueurs du jour. Le champagne coulait à flots. Les rires résonnaient dans les couloirs pendant que, dans les campagnes, des mères pleuraient sur leurs enfants affamés. Est-ce là la reine que nous méritons? Est-ce là la vertu dont elle devrait être l'incarnation? Elle, qui devrait être la mère du peuple français, se conduit comme la plus vile des créatures, dilapidant notre argent, nos impôts, notre sueur. Français, jusqu'à quand supporterez-vous ces outrages? Jusqu'à quand la couronne brillera-t-elle sur une tête si indigne? Voilà ce que lisait le peuple. Des textes exagérés, mais qui trouvaient un écho profond. La misère était telle que ces pamphlets, pourtant déformés et enflammés, résonnaient comme un miroir fidèle de la colère populaire. Car ce qui choque, ce n'est pas seulement la reine, c'est le décalage, l'immense fossé entre Versailles et la réalité. Ces signes extérieurs de luxe renforcent son aura à la cour, mais l'éloignent encore davantage du pays qu'elle est censée représenter. Marie-Antoinette vit dans une bulle de privilèges, tandis que les impôts augmentent et que les émeutes de la faim se multiplient. La mode comme affirmation de statut. À Versailles, chaque dépense de la reine est scrutée, mais cela n'empêche pas Marie-Antoinette de continuer à vivre selon les codes de la haute aristocratie, en oubliant que la France, elle, n'en a plus les moyens. Marie-Antoinette renouvelle sa garde-robe avec une fréquence exceptionnelle. On estime qu'elle commande plusieurs centaines de robes par an, chacune réalisée par les couturiers les plus chers du royaume. Son budget officiel pour les vêtements s'élève à 150 000 livres, ce qui équivaut à 3,5 millions de dollars par an aujourd'hui. Mais elle dépasse presque toujours cette limite. Certains mois, ses dépenses atteignent l'équivalent de 20 000 dollars par jour. À Versailles, on disait qu'elle ne portait jamais 2 fois la même robe. Ses coiffures deviennent de véritables constructions, parfois hautes de plusieurs dizaines de centimètres, décorées de plumes, de bijoux ou de scènes miniatures. Et bien sûr, elle adore les bijoux. Perles, diamants, rubans, plumes. Chaque détail coûte une fortune. Chaque choix renforce son image et la distance entre elle et ceux qui peinent à survivre. Ces extravagances ne sont pas de simples fantaisies. À la cour de France, ce sont des déclarations de pouvoir. Mais dans un pays qui lutte contre la dette et les mauvaises récoltes, elles deviennent le symbole d'une élite déconnectée. Les jeux d'argent. Marie-Antoinette développe une véritable passion pour le jeu. Une passion qui, très vite, devient une addiction. Elle joue presque tous les jours, parfois jusqu'à l'aube. Les mises peuvent atteindre des sommes colossales. Elle perd parfois en une seule nuit l'équivalent de plusieurs années de salaire d'un fonctionnaire. En 1778, elle perd 180 000 livres, soit l'équivalent de plus de 2 millions d'euros. À l'époque, c'était une somme gigantesque même pour une reine. Versailles devient un casino officieux où se pressent nobles, courtisans et même des banquiers joueurs venus éponger les dettes de la reine en échange d'une part des gains. En quelques années, elle engloutit ainsi des sommes qui auraient pu sauver des milliers de foyers, transformant un simple jeu en gouffre financier pour la monarchie. Quant à Louis XVI, il préfère la chasse. Mais presque chaque fois que Marie-Antoinette accumule des dettes, c'est le roi qui les règle. Discrètement, sans protester ouvertement, il signe, rembourse, efface. Encore et encore. Il est ordonné au trésorier de notre maison royale de procéder au règlement immédiat des obligations financières contractées par Sa Majesté la Reine, notre très chère épouse, au titre de ses divertissements et dépenses personnelles. Et chaque règlement alourdit un peu plus les finances du royaume, et surtout l'image d'une monarchie incapable de se maîtriser. Un geste qui pèse lourd, non seulement sur les finances du royaume, mais surtout sur l'image d'une monarchie qui semble déconnectée de la réalité du peuple. Et chaque dette effacée devient une preuve supplémentaire. La monarchie ne voit plus ce que vit son propre peuple. Le petit Trianon, son monde à elle.
En 1774, Louis XVI lui offre le Petit Trianon, un domaine privé au sein même de Versailles. Marie-Antoinette en fait un refuge, loin de l'étiquette rigide de la cour. Elle y rénove les jardins, fait construire un théâtre privé et aménage même un hameau artificiel, un village pastoral où elle joue à la fermière. Ces travaux coûtent une fortune et alimentent une nouvelle vague de critiques. Pour beaucoup de Français, ce pays des merveilles devient le symbole ultime de son insouciance face à la crise. Le fossé se creuse. À mesure que la dette du royaume explose et que le peuple souffre, les dépenses de la reine prennent une signification politique. Chaque fête, chaque bijou, chaque rénovation, chaque soirée de jeu est perçue comme une provocation. On l'accuse de ruiner la France, de vivre dans un autre monde, de dépenser ce que le royaume n'a plus. En réalité, le problème n'est pas qu'elle dépense beaucoup, mais qu'elle dépense beaucoup à un moment où la France ne peut plus suivre. Dans une France épuisée, affamée, étranglée par les dettes, les excès de la reine deviennent un symbole. Non pas la cause unique de la Révolution, mais une étincelle parmi d'autres. Le 16 octobre 1793, à l'aube, Marie-Antoinette quitte sa cellule de la conciergerie. Elle n'est plus couverte de bijoux, ni coiffée de poufs gigantesques, ni suivie par une cour. Juste une femme de 37 ans, épuisée, amaigrie, marchant vers une foule qui demande justice. À leurs yeux, Marie-Antoinette n'est plus une reine. Elle est Madame Déficit, la figure d'un système à bout de souffle, l'image même d'une élite sourde à la misère, à la situation catastrophique du pays. Une dette massive, des récoltes désastreuses, des impôts en hausse et un peuple de plus en plus miséreux. Elle devient ainsi, malgré elle, l'incarnation ultime des conséquences tragiques d'une vie menée au-delà de ses moyens. En fin de compte, elle représente ce que les dépenses incontrôlées, le gaspillage et la déconnexion peuvent coûter dans leur forme la plus extrême. Une tragédie née de ses choix et dont le prix, au final, lui a coûté la vie. L'histoire de Marie-Antoinette nous rappelle une vérité simple. Ce ne sont jamais les gros événements qui détruisent une vie financière, mais les petites dépenses répétées, ignorées ou justifiées juste cette fois. On ne s'effondre pas en un jour, on s'effondre par habitude. Et la meilleure protection, aujourd'hui comme hier, c'est de vivre avec intention. Non pas pour impressionner, mais pour se préserver. Pour bâtir une sécurité financière durable et surtout, protéger l'avenir que l'on souhaite vraiment. Merci et à très bientôt dans une prochaine vidéo.